Pile dans l'actu, l'entretien. 11h35 sur Fréquence Protestante, vous suivez Pile dans l'actu. Nous accueillons Régis Janté. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes correspondant pour RFI, France 24, Le Figaro, en Géorgie, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Et pour l'ancien espace soviétique, mais je suis installé en Géorgie, en effet. Très bien, merci beaucoup. Bienvenue en Géorgie. Merci bien. Je rappelle que vous avez publié avec votre confrère Stéphane Sion et aux auditions Robert Laffont, Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros. Et justement, on parlera de Volodymyr Zelensky à quasiment 1 an du conflit en Ukraine. Avant de parler du héros, parlons de l'homme. C'est qui Volodymyr Zelensky? C'est pas un héros. C'est pas un héros, mais c'est quelqu'un qui quand on parle de héros dans ce livre, on en parle au sens où en Ukraine, on est un héros. C'est-à-dire, un héros, c'est quelque chose de très simple en réalité. C'est quelqu'un qui, depuis 100 ans, enfin, c'est la notion, si je puis dire, après son sens, il y a une centaine d'années, lors de la Première Guerre mondiale, c'est quelqu'un qui se bat pour l'émancipation contre de la puissance, l'ancienne puissance coloniale qu'est la Russie. Et il y a un slogan Slava Ukraini, Geroim Slava, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, c'est ça que ça veut dire en fait. Donc Zelensky, c'est simplement quelqu'un qui au milieu de milliers d'autres se bat pour l'émancipation de l'Ukraine, on va dire. En tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu et c'est pour ça qu'on peut parler de héros dans le contexte ukrainien. C'est une personne, alors c'est d'autant plus intéressant et je vous remercie pour cette question et pour l'invitation, c'est d'autant plus intéressant que c'est quelqu'un qui, par son éducation, son ADN social, on pourrait dire, avait tout pour faire partie du monde russe de M. Poutine, on pourrait dire. C'est une notion, le monde russe, Ruski Mir en russe. Et parce que c'est un russophone d'abord. Il parlait très mal ukrainien il y a 3 ans encore. C'est quelqu'un qui vient d'une ville qui était un bastion idéologique, enfin un bastion industriel et donc idéologique soviétique, un bastion minier, un bastion métallurgique, la ville de Kryvyi Rog dans le sud de l'Ukraine. Et puis c'est quelqu'un aussi, pour continuer à énumérer les éléments qui montrent que il avait tout pour faire partie du monde russe de M. Poutine et pour ne pas s'opposer à la Russie de M. Poutine, qui a gagné des millions de dollars, honnêtement, en tant que grâce à son talent de comédien, parce que c'est quelqu'un qui était comédien, comme tout le monde sait maintenant, et qui l'a gagné sur le marché russe. C'était ça le marché. C'était pas d'abord l'Ukraine. C'était aussi l'Ukraine, mais c'était d'abord la Russie. Et c'est là qu'il s'est fait connaître. C'est là qu'il est devenu une vedette du monde post-soviétique. Et donc, ce qui est d'autant plus intéressant dans ce personnage, c'est quelqu'un qui avait tout pour pouvoir trouver un terrain d'entente avec M. Poutine et qui se retrouve aujourd'hui à la tête de ceux qui luttent contre M. Poutine. Quel paradoxe, quel paradoxe. Au début du conflit en Ukraine, vous avez souligné dans votre livre, hein, il y a eu une forte volonté pour Zelensky de rester à Kiev après avoir échappé notamment à 3 tentatives d'assassinat. Je pense que c'est l'une de ses plus grandes décisions depuis ce début du conflit, vous me direz. Oui, absolument. Parce que même si un président, ça reste malgré tout, dans le cadre d'une guerre, un titre pour une part honorifique, parce que le vrai héroïsme, c'est celui qui va sur le front et qui risque sa vie, évidemment. Mais ce jour-là, il donne un exemple extraordinaire. D'autres leaders l'auraient fait certainement, mais d'autres ne l'auraient peut-être pas fait. En tout cas, il l'a bien fait. Il n'a pas tremblé, il est resté. Il faut se souvenir du contexte de ce jour-là. C'était le 25 février, il y a 1 an. Des commandos russes, le meilleur de l'armée russe, était en train de débarquer sur un aéroport à une 30aine de kilomètres de Kiev pour venir prendre la capitale et venir décapiter le pouvoir et probablement faire prisonnier M. Zelensky, peut-être l'assassiner. On n'a pas d'informations précises là-dessus, mais beaucoup de sources émanant de Moscou montrent que c'est ce dont il était question. Et alors que les commandos se rapprochent de la ville, qu'il est la cible privilégiée, alors aussi que la propagande russe est très forte à ce moment-là en disant votre président est parti déjà, il est déjà en Pologne, ne vous battez pas, autrement dit. Eh bien, il fait cette fameuse vidéo, il y a toutes, je suis ici, Premier ministre, le Premier ministre est là et il montre son équipe et il montre qu'il est sur place. C'était assez courageux, mais c'était aussi évidemment un moment de communication très fort, de communication de guerre. Donc, on n'est pas en train de faire joujou avec de la com, on est en train de mobiliser les esprits dans le cadre d'une guerre qui est celle qu'on connaît. J'aimerais revenir sur ces relations avec Vladimir Poutine. Vous écrivez par exemple qu'à la veille du conflit, il a contacté même Poutine qui n'a pas répondu à son appel. Déjà, à son arrivée en 2019 à la tête du pays, c'était quand même tendu avec le Kremlin, je pense.
Ah bah, c'était plus que tendu puisque la guerre, en fait, elle n'a pas commencé il y a un an. La guerre, elle a commencé en 2014. C'était une vraie guerre. Pour l'avoir couvert sur place dans le Donbass, je peux vous dire que c'était violentissime. Une guerre déjà à grande échelle, beaucoup moins que ce qu'elle est devenue depuis un an. Donc, c'était plus que tendu. Mais Zelensky, c'est quelqu'un qui, sans doute par naïveté parce que c'était un comédien qu'il avait tout à apprendre dans la politique, naïveté aussi parce à cause de comment dire, ce pédigré social dont je vous parlais, quelqu'un qui est plutôt qui fait partie du monde russe, pensait qu'il pouvait discuter avec M. Poutine et obtenir quelque chose de lui dans le Donbass et obtenir la paix. Et jusqu'à la dernière minute, à vrai dire, il y a cru. On le voit parler avec M. Macron dans un documentaire passé à la télévision. Ouais. Et il est minuit le 23 février l'an dernier, à 6 heures du début de la guerre, en fait. Et on sent que il y croit toujours pas véritablement, quoi. Et c'est aussi quelqu'un qui, psychologiquement, personnellement, n'aime pas le conflit, n'aime pas la violence. Il a une sorte de rejet comme ça, comme on est beaucoup à l'avoir, à vrai dire. Et donc, c'est pas un va-t-en-guerre. C'est quelqu'un qui voulait discuter. Il était prêt à discuter et surtout, il avait un mandat politique pour ça. Il a été élu pour ça. Mais c'est quand même bizarre. Les Américains avaient déjà prévenu sur une éventuelle attaque de la Russie fin février, mais ni les Ukrainiens ni les Occidentaux n'y croyaient. Comment justifier cette incrédulité? C'est vrai ce que vous dites. Il y avait beaucoup d'incrédulité et chez Zelensky, elle était très forte. Chez Zelensky, son entourage et notamment les militaires, ceux qui faisaient la guerre depuis 2014, avaient tout prévu au cas où. Enfin, ils avaient prévu le pire, quoi, et ils avaient raison manifestement, quoi. Pour une part, même les Russes, je discutais ces jours-ci avec des amis russes qui me disaient que jusqu'au dernier moment, ils n'ont pas voulu y croire parce que c'était une guerre qui semblait incroyable, etc. Personnellement, moi, j'y croyais depuis très très tôt, parce que je vis en Géorgie aussi. Peut-être que ça vient en partie de la faute des Américains aussi. On sait que par le passé, ils ont menti. On connaît l'histoire des armes de destruction massive en Irak. Et ça, je pense que c'est très important parce que, vous savez, c'est Blaise Pascal, le philosophe. Si vous mentez une fois, vous mentirez peut-être une deuxième fois. Et donc, la parole américaine, en l'occurrence, alors qu'elle était vraie, effectivement, là, ils ont donné énormément d'informations qui toutes ont été avérées, mais a sans doute souffert de cela. Et puis, il y a une chose qui n'est pas liée aux États-Unis, enfin, qui n'a pas directement à voir avec les actions de l'Amérique, c'est l'anti-américanisme très fort, pas en Ukraine. Enfin, il existe un peu, mais plutôt en Occident où on se plaît, si je puis dire, à ne pas croire, à ne pas croire l'Amérique. En l'occurrence, nous qui travaillons, les spécialistes de la région, personnellement, je suivais au jour le jour depuis avril 2021, où il y a eu la première mobilisation de 100 000 hommes autour de l'Ukraine. Je suivais au quotidien et on savait très bien que ces 100 000 hommes n'étaient pas partis et que le risque de guerre existait. Et lorsqu'en octobre, à peu près 2021, j'ai entendu dire que les Américains disaient que ce serait pour fin février, etc., sur des informations qu'on a pris très au sérieux. Ils étaient très précis déjà, ils disaient que Kiev serait attaqué, ce qui semblait extraordinaire et ça a été le cas dès le premier jour. Certains reprochent notamment à Biden d'avoir annoncé très vite la non-intervention militaire des États-Unis. Partagez-vous le même point de vue? Je pense que, bon, d'abord, M. Biden a quelqu'un qui a une énorme expérience et on le voit tous les jours. Donc, il faut écouter comme tout un tas d'autres leaders dans le monde, mais c'est des gens qui, ils parlent pas simplement pour se mettre en valeur, etc. Lui, il fera pas 36 mandats. Donc, on a l'impression que voilà, toute son expérience est convoquée en quelque sorte dans cet événement. Je suis pas certain que c'était une erreur. Je pense aussi et c'est ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, et contrairement à beaucoup de préjugés, on sent que l'Occident et notamment les États-Unis ne sont pas du tout dans une position jusqu'au boutiste. Au contraire, il y a tout un tas de réflexions là, qu'on suit en ce moment, des grands think tanks américains, etc., qui réfléchissent à l'idée d'une guerre courte, longue, jusqu'où peut-être qu'il ne faut pas que l'Ukraine reprenne tous ces territoires, parce que ça serait bien sur le point de vue du droit international, bien sûr, y compris la Crimée, mais après, il faut être réaliste en fonction de ce que peut faire l'Ukraine, de ce que peut faire aussi l'Occident, etc. Donc, on sent qu'il y a une réflexion comme ça, très mûre, très maîtrisée, très dosée,
j'ai envie de dire, et qu'on avait déjà dans ces propos de M. Biden dès le début. En ce sens, il a aussi envoyé un signal sur cette mesure américaine. Certains pensent, en Occident, en Europe, en Amérique, ça a été dit par M. Macron ces derniers jours, par exemple, que l'idée que M. Poutine, par exemple, pourrait tomber est peut-être pas souhaitable. Pas pour sa propre personne, ça c'est pas très important, mais pour le chaos que ça pourrait représenter. En tout cas, il y a ces réflexions. Je sais pas qui a tort, qui a raison, mais et ce que dit M. Biden, que vous soulignez à juste titre, on est déjà dans les rails de cette réflexion. On recevait tout à l'heure l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui nous disait que pour sortir de cette crise, il fallait pas une rencontre Zelensky-Poutine, mais plutôt une rencontre Biden-Poutine. Partagez-vous cette affirmation? Non, je pense que c'est extrêmement naïf en réalité pour suivre M. Poutine au jour le jour depuis 21 ans maintenant que je suis cette carrière, ce qui m'empêche pas de faire des erreurs. Hein. On peut se tromper, c'est pas parce qu'on suit tous les jours quelque chose, mais quand même on comprend bien de quoi il est question. On voit bien que la discussion avec M. Poutine est une très grande naïveté en réalité. Je pense que parmi les hommes politiques français, celui qui a sans doute eu le plus de compréhension de Poutine, c'est pas celui qu'on attendait le plus, c'est par exemple François Hollande qui a très bien compris ça, qui a très bien compris le personnage et qui dit bien sûr qu'il faut discuter. La diplomatie, c'est fait pour discuter avec ses adversaires. Il n'empêche qu'il y a des moments où on peut pas le faire. Là, vous voulez discuter avec M. Poutine, ça ne servira absolument à rien puisqu'il sera absolument jusqu'au boutiste et c'est ce qu'ils disent de temps en temps. D'ailleurs, les dirigeants russes, ils disent on veut bien discuter, mais il faut que l'Ukraine rende les armes, s'arrête, enfin bref, capitule. Ça, c'est pas une discussion. Donc, je pense que c'est absolument illusoire de penser que M. Poutine et que qui que ce soit capable de contraindre M. Poutine à la discussion aujourd'hui. Donc, l'issue de ce conflit, selon vous, c'est la victoire d'un camp sur l'autre. La paix n'est pas possible aujourd'hui. Elle n'est pas possible aujourd'hui. Après, il se peut que peut-être pas la victoire, mais en tout cas qu'elle soit suffisamment proche pour qu'effectivement un camp dise j'arrête pour le moment. Probablement, hélas. Comme souvent les conflits d'ailleurs, les conflits s'arrêtent lorsque un ou deux des protagonistes sont épuisés, si j'ose dire. Et c'est effectivement l'impression qu'on a aujourd'hui. Parler, bien sûr que sur le principe, c'est une très belle idée, mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue russe? Ça veut dire que l'Ukraine capitule tout de suite. C'était encore dit par Monsieur Medvedev, l'ancien président, il y a 2 jours, par exemple. C'est exactement ça que ça veut dire. Et souvent, dans ce discours de la paix, dont on est tous évidemment pour, parce que c'est une guerre horrible, parce que pour nous, Européens, eh bien, elle est aux portes de l'Europe, et on ne sait jamais jusqu'où une guerre peut s'étendre. Jamais. Mais la question n'est jamais posée chez ceux qui aujourd'hui parlent de paix sans aller jusqu'au bout de la réflexion. Je n'ai pas encore entendu une seule réflexion. C'est qu'est-ce que ça veut dire aussi de faire des concessions à M. Poutine? Ça veut dire qu'aussi que en fait, nos régimes démocratiques sont prendre de grandes idées, mais simplement ce qu'on vit au quotidien, l'état de droit, la place de la corruption, les libertés, la liberté de se rassembler, la liberté des journalistes comme vous et moi, etc., eh bien, serait menacée. Parce que la géopolitique, en cas de victoire de la Russie, par exemple, ça donne immédiat, c'est très concret, c'est très immédiatement concret dans le quotidien des gens. Et donc, ça veut dire aussi que notre modèle politique sera menacé immédiatement. Les déclarations controversées d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il ne fallait pas humilier la Russie, il fallait la victoire de l'Ukraine sans écraser la Russie, comment elles sont reçues du côté de l'Ukraine et surtout de la Géorgie et des pays baltes qui ont une certaine je peux dire défiance envers l'ancienne puissance coloniale. Absolument. Il s'en méfie et il déplore qu'en fait, M. Macron se rend non pas simplement aux arguments, mais même au vocabulaire, parce que l'humiliation, c'est M. Poutine qui dit qu'il a été humilié ou que son pays a été humilié et qui en fait en fait un outil politique. Là, ce qui va avec l'humiliation, ce serait le revanchisme en disant, bon, ça, on sait que c'est un des ressorts de la politique. C'était, par exemple, le ressort de M. Milosevic en Yougoslavie dans les années 90, etc. Donc, rien n'indique qu'ils ont été humiliés. C'est eux qui le disent et qui s'en servent pour rassembler les forces en Russie contre l'Occident, en l'occurrence, quoi. Donc, dans cette région,
en fait, ça a été très mal perçu parce qu'on connaît très bien la Russie. L'Ukraine a aujourd'hui 2 conflits séparatistes. La Géorgie a 2 conflits séparatistes depuis le début des années 90. La Moldavie a 1 conflit séparatiste et d'autres républiques ont failli en avoir. Je pense à l'Azerbaïdjan, par exemple, où d'autres se sentent menacés, comme le Kazakhstan. Donc tout ça est reçu avec une très grande méfiance depuis toujours. Par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre ici en Géorgie en 2008, de même nature, c'était la même guerre avec les mêmes propos, les mêmes pratiques, les mêmes justifications. Ensuite, la Russie a reconnu 2 entités séparatistes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui ont été créées un peu presque sur le même modèle que ce qu'on a vu dans le Donbass avec Donetsk et Lugansk, et aucune des anciennes républiques, aucune, même celles qui apparaissent comme pro-russes ou alliées à la Russie, n'ont accepté de les reconnaître, ces républiques, comme l'Arménie, par exemple, ou le Bélarus, qui sont très proches de la Russie, géopolitiquement, pour plein de raisons sécuritaires, etc., politiques. Même elles n'ont jamais accepté de reconnaître ces républiques parce qu'elles sentaient tout le danger de ça. Et c'est bien que vous me posiez cette question, parce que souvent, vous savez, en France et en Europe, on a tendance à regarder cette région-là, même si on n'est pas pro-russe, même si on n'est pas pro-Poutine, parce qu'il faut bien distinguer être pro-russe et être pro-Poutine, c'est 2 choses très différentes. Mais même ça, on le regarde souvent avec les yeux de Moscou, si je puis dire, ou à partir d'une analyse qui s'est forgée à Moscou. Et par exemple, le pays où je suis, bien dès 2009, l'entourage du président, l'ancien président Saakashvili, me disait en 2009, tu verras, la prochaine guerre, elle sera en Ukraine et elle commencera en Crimée. 5 ans avant, ils ont su me le prédire. Ça veut dire qu'il faut écouter ces gens-là. Il faut vraiment les écouter. Par exemple, on m'a raconté que le soir où Barack Obama avait décidé de ne pas frapper la Syrie, souvenez-vous, en 2015 ou 16, à cause donc de l'utilisation d'armes chimiques, ce soir-là, le président Saakashvili disait, 2013, ce soir-là, le président Saakashvili a tout de suite dit dans la seconde, alors ça veut dire qu'il y aura la guerre en Ukraine. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'en Ukraine, en Géorgie, au Kazakhstan, tous ces pays-là, ils ont une connaissance très intime de la Russie et on ne les écoute jamais, hélas, alors que ce sont les meilleurs experts, si je puis dire. Revenons sur le personnage, Volodymyr Zelensky, il était accusé d'en faire un peu trop au début de la guerre avec ses nombreuses apparitions, notamment au Festival de Cannes. Les critiques ne sont pas telles un peu trop fortes pour le président ukrainien. Oui, moi, j'avais tendance à être d'accord avec ça, qu'effectivement, c'était un peu too much parce qu'il faut aussi savoir économiser sa parole et que c'était sans doute pas nécessaire, à vrai dire. Voilà, Zelensky, c'est un président qui communique, parce que c'est ça qu'il sait faire dans la vie, c'est son outil en quelque sorte. Donc il en a usé et abusé. Qu'il en ait fait trop, ça se comprend aussi. Ça revient un peu à ce qu'on disait sur la question précédente, c'est que des petits pays qui ne sont pas en tout cas prioritaires pour les grandes puissances, les États-Unis, l'Occident, la Chine, ont toujours besoin d'alerter 10 fois plus que les autres pour signaler un danger. Vous voyez, les 2 dangers dont je vous avais parlé, ce qu'annonçait le président Saakashvili en 2009 et en 2013, où il annonce la guerre. Personne ne l'a écouté. Personne. Donc, c'est pour ça que ces gens-là ont besoin de parler plus. Alors, c'est sans doute too much, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière. Et ça nous interroge, nous tous, en Occident, sur notre capacité à écouter et qui les pousse en quelque sorte à parler beaucoup. C'est quand même paradoxal. Volodymyr Zelensky a une relation un peu difficile avec les États africains qui, pourtant, aussi ont été victimes d'attaques néocolonialisme. Absolument. Le fait que le président ukrainien peine à le convaincre. Regardez, c'est Macky Sall, président de l'Union africaine, qui a assuré la présidence tout récemment avant qu'elle ne bascule aux Comores, a refusé de se rendre en Ukraine, mais pourtant il était en Russie. Comment justifier cette situation? Vous avez entièrement raison et c'est extrêmement important parce que l'Occident, c'est une petite partie du monde. On va dire un quart, c'est l'Occident, nord, sud, ouest, est. Donc oui, parce que je pense que d'abord il a senti évidemment que le soutien militaire viendrait d'abord de l'Occident et c'est presque naturel si j'ose dire en Ukraine. Donc il a fait tout de suite un discours qui est, on va dire naturellement ou spontanément, a été un discours pro-occidental. Et puis effectivement il n'a pas vu ce paradoxe que vous soulignez, qui était que
malgré le parallèle des situations, en réalité, la Russie se comporte avec l'Ukraine comme des pays occidentaux se sont comportés avec nombre de pays africains de manière ultra-violente, sanglante, comme impérialiste, quoi. Et la Russie ne fait rien d'autre. C'est exactement, pour moi, c'est exactement la même guerre, à vrai dire. D'ailleurs, en tant que spécialiste, j'essaie de lire énormément de livres et pour comprendre ces situations postcoloniales, j'ai beaucoup de lu là dans la bibliothèque qui est derrière moi. Il y a plein de livres sur l'histoire de la décolonisation, l'histoire coloniale africaine, par exemple, et d'Amérique du Sud et d'Asie aussi, bien sûr, mais beaucoup d'Afrique. Donc, et souvent, on se trompe sur Poutine, d'ailleurs, parce qu'on pense que Poutine s'oppose à la Russie. C'est pas aux États-Unis, par exemple. C'est faux. Il s'oppose pas, il veut faire comme les États-Unis. Donc, s'il gagne, on n'aura pas un aux États-Unis, on en aura deux, en quelque sorte. C'est une plaisanterie, bien sûr, mais c'est ça. Vous voyez l'esprit de ce que je veux dire, quoi. Et Zelensky, effectivement, a pas su comprendre ça, et aussi parce que sans doute les partis des sociétés africaines, notamment, on a la même chose en Amérique latine, à vrai dire, Oui, et c'est vrai. peut-être un peu moins en Asie, mais assez comparable. C'est aussi qu'en fait, souvent comment dire, l'ennemi de mes ennemis sont mes amis en quelque sorte. Donc c'est une logique comme ça, bon, qu'on a tous, hein, c'est humain, on va dire, mais je pense que ça explique beaucoup ce comportement et Zelensky n'était pas capable de l'entendre. Depuis, il y est plus ou moins attentif. Je voyais que hier, je crois, il a discuté avec le président ougandais. Son ministre des Affaires étrangères a fait une petite tournée africaine en septembre. Donc on sent qu'il y a cette conscience maintenant qu'il faut parler à l'Afrique, c'est extrêmement important, et parler aussi à l'Amérique du Sud et l'Asie. Mais effectivement, ils n'ont pas pris cette dimension aussi dans l'urgence de la catastrophe qui s'abattait sur l'Ukraine à partir du 24 février de l'an passé. Terminer une question un peu, un peu hyperbolique, j'ai envie de dire, mais bon, je tente quand même. Retrouve-t-on chez Zelensky certains aspects de résistance que le général de Gaulle avait? Y a beaucoup de gens qui aiment bien faire cette comparaison. Moi, je l'aime pas. Ah ouais. Il faut oser quand même. Mais vous avez raison. Après tout, ça fait produire de la réflexion et on en tire toujours quelque chose. Donc, vous avez raison de la poser. Non, moi, j'y crois pas trop. Bon, ils n'ont pas exactement la même carrière avant que de devenir politique. Ce sont deux personnages complètement différents. On pourrait dire même que le général de Gaulle, lui, est parti à l'étranger quand Zelensky est resté, mais ça n'apporte pas grand-chose au débat. Il est souvent comparé aussi à Londres. Il est souvent comparé à Churchill aussi. Bon, moi, je me méfie beaucoup de ces comparaisons, mais peut-être par méconnaissance de ce que ça représentait concrètement à l'époque, de ce qu'on pouvait ressentir lorsque on a vu Churchill ou le général de Gaulle effectivement se dresser et mettre tout en œuvre pour lutter contre la barbarie. Non, j'en suis pas certain. Je crois que c'est un président des temps modernes qui vient effectivement de ce dégagisme que l'on observe partout, qui est sans doute quelqu'un de très responsable, qui a toujours, effectivement, il est là pour faire le bien de son pays. Il n'avait pas les moyens, il a appris, il a plutôt bien fait son travail depuis un an. Il a aussi fait des erreurs, mais c'est vrai que son exemple aura beaucoup servi. Mais comme on essaie de l'expliquer dans ce livre où justement on raconte qu'au fond, Zelensky, c'est pas un héros. C'est que s'il est capable de faire ça, si ce qu'il dit a autant d'efficacité sur l'action, sur les combattants ukrainiens, c'est aussi parce que derrière, il y a un pays qui sait pourquoi il se bat, qui est en pleine mutation, qui est en pleine unification, en train de s'unifier en tant que nation, non pas une nation ethnique, mais une nation civique, on va dire. Et je crois que c'est ce qui fait que Zelensky a du poids, c'est qu'il a un peuple comme ça, qu'on soit russophone ou ukrainophone, c'est pas la question, à vrai dire. On a des bataillons très nationalistes ukrainiens où il y a plus de russophones que d'ukrainophones, par exemple, aujourd'hui. Donc, et Zelensky, il est plutôt l'incarnation, celui qui donne des mots à ce mouvement que connaît l'Ukraine depuis 30 ans et notamment depuis 2014, au début de la guerre. Merci beaucoup, Régis. On a pris par le temps. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez publié Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros. Pardon. C'est déjà la fin. Je vous donne rendez-vous. Merci à vous. À vous. Merci à vos auditeurs. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Ne nous quittez pas. Tout de suite, le Flash Info.